Warsoft TV. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle émission de la Warsoft TV 2.0. Au sommaire de cette édition, nous retrouverons tout d'abord les news présentées par notre cher Guigui de Soft News. Puis, nous irons découvrir des répliques rares présentées par notre cher Bastien des répliques du grenier. Ensuite, une interview exclusive de l'association OCB. Ensuite, nous découvrirons Jérôme The French, ce célèbre youtubeur, donc une petite interview. Les news. Guigui, vous m'entendez? Oui Néo. À vous de jouer. Donc voici les nouveautés, et on commence par Western Arts. La marque japonaise nous propose pour ce mois d'octobre des rééditions de ses précédentes répliques. On y trouve donc un V16 Longsize, sorte Colt 45 rallongé, puis deux Beretta modèle 1934, en finition noire ou bicolore, qui devrait ravir les amateurs World War II ayant une tenue italienne. Puis un Colt CC Sean Camp DX, et pour finir, toute une flopée de Colt modèle 1911, sous plusieurs licences et finitions. Je vous invite à les découvrir. La dernière news Made in Western est un rail de montage pour lunettes, type M4, en montage haut. Maintenant, parlons de Camsport. Camsport vient de développer l'Evo Pro Gun Cam. Étanche et résistante au choc, elle a une coque en aluminium pour un poids total hyper léger de 65 grammes. Elle possède une résolution de 1080p en 30 images par seconde ou 720p en 60 images par seconde. Elle a aussi une mire laser ainsi qu'une autonomie max de 75 minutes sur carte micro SD. Elle a pour particularité d'être livrée de série avec un montage pour réplique Antenny, ce qui permet de la fixer sur beaucoup de répliques. Elle sera disponible le 15 octobre prochain à un prix de 229 € TTC. Maintenant, passons aux accessoires. On commence tout d'abord par l'apparition d'un nouveau type de poignée ergonomique, disponible chez CAA Airsoft. C'est une poignée qui offre la particularité de se fixer sur le chargeur pour faciliter la prise en main en CQB. Elles seront disponibles en deux versions, soit lisses, soit avec repose-doigts. Et pour les amoureux des HK416, Matpool nous offre des silencieux à clipser sur les cache-flammes de ces dernières. Ils seront disponibles en différentes longueurs, mais encore aucune information sur le prix n'a filtré. Au niveau des événements, la Saint-Quentin Airsoft Team vous invite à sa première bourse Militaria et Airsoft, qui se déroulera le dimanche 13 octobre de 9h à 18h, à la salle polyvalente Domicy dans l'Aisne. Entrée à 2 € et de nombreuses animations vous y attendent. Et pour finir, Guegwei nous présente le premier numéro de son magazine, qui bien sûr vante les mérites de la marque, mais reste quand même un bon magazine que j'ai pu lire, et gratuit de plus, à télécharger en PDF. Vous pourrez être informé des news du moment en découvrant dans la description de cette vidéo le lien vers la chaîne Soft News qui diffuse des vidéos hebdomadaires sur les news de l'Airsoft. La review du mois. Je vous invite maintenant à découvrir une nouvelle vidéo review issue de la chaîne Les Répliques du Grenier, animée par notre cher Bastien. Les Répliques du Grenier, vous me direz qu'elle manque d'inspiration. Vous aurez peut-être raison, moi aussi je le pense en tout cas, mais j'ai pas le droit de le dire, je déconne. Mais allez voir sa chaîne en cliquant ici, vous verrez pourquoi il a choisi ce nom de la chaîne. Vous comprendrez tout de suite. Bastien, c'est parti. En effet, il y a deux sortes de répliques Airsoft, les répliques dites classiques et les autres. Si la pratique de l'Airsoft n'est pas une chose nouvelle, son évolution en matière d'équipement, de scénario de jeu et de réplique en est une autre. Sans cesse en expansion, l'Airsoft nous propose toujours un regard neuf de par ses innovations matérielles et d'autre part grâce à l'imagination débordante de ses adeptes. Hormis la prise en compte de quelques règles fondamentales, l'Airsoft se veut d'être avant tout un loisir créatif, aussi bien dans les modes de jeu que sur l'équipement et sur les répliques proposées aux joueurs. Or, les répliques les plus répandues sur nos terrains de jeu sont les séries de type M4, Kalachnikov et MP5, trois grandes catégories classiques de répliques Airsoft dont le succès reste indétrônable. De toute manière, il n'y a pas à tortiller du cul bien longtemps pour comprendre ceci. Les séries d'M4 et de Kalachnikov, c'est une putain de pompe à fric. En termes de rentabilité, il n'y a pas mieux. Je te sors maintenant une AK-47 Blowback édition 2012, il y a de la demande. Je te sors exactement la même, un an plus tard, édition 2013. Je te rajoute une petite connerie, genre je sais pas moi, un petit sélecteur de tir en métal qui avait pas avant.
Eh ben c'est con là, ce rue dessus encore plus que l'année d'avant. Cependant, une autre catégorie de répliques existe bel et bien, certes moins populaire, mais recherchée par quelques amateurs au goût plus aiguisé. Souvent liée à une période historique précise ou à des subtilités innovantes, cette minorité de joueurs recherche la réplique de leurs rêves. Certains fabricants comme Maruzen, Tanaka, Marushin ou Shoei nous proposent des pièces d'exception d'une originalité admirable. Bon, j'allume un peu les M4 et les Kalachnikov, mais n'empêche, là aussi, certaines répliques de prestige nous font rêver. De beaux corps en acier, du vrai bois. Oh. Ça donne envie, n'est-ce pas? Mais malheureusement, ces flingues d'exception ont un prix et c'est souvent à cause de lui qu'on n'a pas beaucoup de diversité sur nos terrains d'airsoft. Je prends l'exemple tout con des fusils à pompe. Les seuls proposés chez nous, c'est la gamme des Frenchy SAS-12 de chez ASG. Bon, personnellement, ils me saoulent parce que c'est quasiment que du plastoc, mais sinon, rapport qualité-prix, ils sont pas mal. Mais si vous voulez taper tout de suite dans une gamme supérieure, bah déjà on en chie pour trouver, et surtout en France, ça coûte cher. Quoi, vous êtes pas convaincu? Il vous faut un autre exemple? Les fusils de précision, tiens. Celui qu'on voit partout, c'est le Moser SR Pro. Parfois, un petit Dragunov ASG s'incruste dans la partie, mais là c'est le même délire. Vous voulez une réplique originale pour Sniper, le flingue de compète, la réplique faite pour se la péter grave, celle dont tout le monde chiera dans son froc lorsque vous la dégainerez, l'incarnation de la puissance même, le symbole de la... Oui, bon, j'exagère, hein. On peut trouver pour moins cher aux alentours de 400 à 600 euros, mais là encore, faut vouloir les sortir. Je me souviens du premier jour où j'ai découvert le prix de la MG42 Blowback de Shoei. Bordel, mais à ce prix-là, autant s'en acheter une authentique, au moins celle-là, elle gardera sa valeur, hein. C'est pour ça que j'en arrive à l'Airsoft VV2. Au début de l'Airsoft des années 2000, seule une réplique était disponible, la Thompson M1A1 de Marui. Bien entendu, il existait déjà les MG40 de Shoei, Moser 98K de Tanaka, quelques prototypes Marushin, ou le MP40 Top. Mais à cette époque, l'Airsoft n'avait pas une telle ampleur, donc ces répliques étaient très difficiles à trouver et extrêmement chères. Pour la plupart, elles le sont toujours aujourd'hui. Donc, à défaut, les Américains avaient la Thompson, mais les Allemands aussi. En plus d'être une réplique Airsoft VV2 abordable, elle était efficace et fiable. Pour preuve de sa fiabilité, ça fait plus de 8 ans que je l'ai et toutes les pièces sont d'origine, excepté le canon externe que j'avais une fois pété. Bon, Dieu merci, aujourd'hui on a une large gamme de répliques VV2, on n'a pas trop à se plaindre, côté américain on a le choix, côté allemand aussi, et soviétiquement ça commence à se développer. Bah à l'époque on voulait pas se casser le cul pour satisfaire une minorité de joueurs nostalgiques et arriérés de la Seconde Guerre mondiale. Hein, il n'y avait aucun bénéfice à en tirer. Bon, aujourd'hui on a de la demande, mais cette demande elle me fait bien marrer comparée au succès des Kalachnikov et des M4 qu'on nous demande sans cesse. Alors pourquoi on irait s'emmerder pour quelques attardés? Mais là encore, on observe un point commun entre les répliques VV2 et les répliques modernes, excepté certains prix astronomiques. Il s'avère étonnant de voir que la performance et la fiabilité de la plupart de ces engins sont totalement défaillantes. Je parle par expérience vécue, hein. J'étais le malheureux possesseur du Moser 98K Marushin 8 mm à gaz, il m'a coûté la peau du cul à l'époque et ses compétences de tir me font faire encore des cauchemars la nuit. Ah, j'aurais dû le garder, ça aurait fait une super vidéo. Mais avouez quand même que quand on claque plus de 500 €, on attend un minimum de performance. C'est comme si on vous vendait une paire de bottes étanches de grande marque avec un trou sous les semelles. C'est pour ça que se détache une sous-catégorie à celle des répliques rares qui est celle de la collection. Certaines répliques Airsoft sont faites pour jouer et d'autres juste à posséder en vertu de leur rareté ou de leur originalité. En quête d'un bestiau d'exception, le plus dur étant de trouver une réplique combinant la collection et la jouabilité sur le terrain. Mon pistolet Moser de Marushin en est l'exemple. Un autre point à prendre en compte et qui n'est pas négligeable, c'est le service après-vente. Déjà avec des répliques classiques, on a parfois du mal à trouver la pièce détachée pour réparer, mais dès lors que vous êtes possesseur d'une réplique rare et très peu répandue, il faut s'attendre parfois à la voir clairement dans l'os.
Si vous avez acheté votre joujou directement dans une boutique française, certaines pièces peuvent toutefois se négocier avec le vendeur, encore plus quand la réplique est encore sous garantie. Gun Evasion a bien réussi à me trouver une culasse de rechange pour mon Moser 98K et un chargeur pour mon pistolet Moser Marushin. Mais quand l'achat se fait sur internet sur un site étranger, ce service après-vente est encore plus compliqué, voire même inexistant, ce qui réduit votre réplique foutue à servir de décoration sur un mur. Il ne vous reste plus qu'à pleurer comme un con sur votre sort et aller vous acheter une M4 Cybergun comme tout le monde. Ah bah ouais, acheter nos produits, ça vaudra mieux. Putain de société de consommation! Alors après, je n'ai parlé qu'en majorité des répliques Airsoft au prix excessif, mais qui sait bien chercher trouvera son bonheur à bien moindre frais. Bien entendu, l'achat d'une réplique en particulier est avant tout un plaisir personnel mûrement réfléchi. Aujourd'hui, une immensité de modèles nous sont proposés satisfaisant tous les thèmes de jeu. Si certaines répliques sont très populaires, d'autres au même prix n'en sont pas moins attractives. Parfois, moins d'une centaine d'euros de différence peut suffire à sortir du moule classique. Pourquoi ne pas économiser un mois de plus dans l'intérêt de nous offrir une nouvelle expérience, une nouvelle approche ? Si nous innovons et portons des équipements variés et que nous jouons des modes de jeu diverses et originaux, il n'y aurait de raison à ne pas le faire avec nos chères répliques affectives. Il ne tient qu'à nous d'élargir nos horizons et de s'adonner à de nouvelles expériences afin de ne pas noyer la pratique de l'airsoft dans un déroulement monotone et uniforme. Telle est ma conclusion. Vous faites de l'airsoft? C'est bien. Vous faites partie d'une association? C'est mieux. Découvrons maintenant une interview enregistrée avec OCB, Association d'Airsoft. Interview. Oui, messieurs, vous me recevez? Oui. Donc, pouvez-vous nous présenter un petit peu votre association? Oui, bonjour Néo, je suis en compagnie du président de OCB, Grégos. Bonjour Néo. On est les OCB depuis 3 ans maintenant, on a créé la team avec une bande de potes et on est sous statut associatif depuis 1 an maintenant. Et puis voilà, on est une équipe qui joue surtout fun, beaucoup de fair play, beaucoup de fun, et puis voilà, tout simplement. Vous pratiquez souvent? À quelle fréquence? Alors on pratique tous les 15 jours, essentiellement le dimanche. Et les grosses OP, on se déplace sur les grosses OP le samedi et le samedi soir pour les nocturnes. Quel est votre meilleur souvenir d'airsoft et quel est votre pire arrivé lors de vos parties? Alors pour ma part, mon meilleur souvenir c'est le tout début, je sais pas pour toi. Moi je crois que les premiers jours. Les premiers jours c'était tout foufou, on découvrait tout et c'était vraiment les meilleurs moments. C'était un peu c'était un peu casse-gueule et un peu du foule et tout ça, voilà. Mais c'était les meilleurs moments je pense. Et le pire moment c'était aussi un peu au début où on avait rencontré des joueurs, je pense que tout le monde rencontre certains joueurs, c'est les dangereux, ceux qui veulent gagner à tout prix, ceux qui sont pas de sécurité et on les a vite virés. Est-ce que vous organisez souvent des OP ou est-ce que vous participez aussi de temps en temps à des parties organisées par d'autres associations? Donc pour les OP, pour l'instant on est en statut, on va dire qu'on débute, ça fait qu'un an. Donc les OP vont se faire tout doucement, on va essayer d'en faire d'ici quelques mois. Et on participe énormément aux organisations, tout ce qui se fait dans les alentours, donc dans l'Ain et dans la région de l'Ain. On a fait Buding dans la Moselle et on essaye de participer à un maximum, on se déplace un peu dans toute la France. On a fait l'OP sur ICAT avec les UWS à Oyonnax. On est passé dans Warsoft Mag, ça fait plaisir. Avez-vous des gros projets pour le futur?
Bah, les gros projets, je pense, c'est justement de faire des grosses OP, inviter tous les teams qu'on apprécie et faire des grosses OP entre airsofters qui s'apprécient tout simplement. Avez-vous des partenaires? Alors les partenaires, Bon, on a un partenaire, un seul partenaire, donc c'est Réplique JLP. Et nous avons pas mal d'associations, de teams, justement, comme UWS, les CAB, SAS, les THT, oui, qu'on va voir dans pas longtemps. UAT, oui, qui sont venus assez souvent sur notre terrain. Les FAC, oui, une bonne équipe, donc une association privée qui qui englobe des personnes avec des déficiences et une très bonne association. et on a oublié de dire notre dernier petit partenariat avec HC Vidéo qui sont venus tourner pour aujourd'hui. Est-ce que vous avez des terrains à louer pour l'association? Si oui, combien? Et sinon, bah pourquoi? Alors on a un terrain qu'on nous prête gentiment, c'est un terrain de 4x4. Donc là on est actuellement on est sur l'Albarine, c'est-à-dire que ici normalement il y a de l'eau. Et quand il n'y en a pas, et ben, on joue dessus, tout simplement, vous pouvez le voir derrière. Maintenant passons à l'habituelle question déjantée. Que faire lorsqu'un grizzly vous vise avec un snipe un soir de pleine lune? Moi je sais pas pour toi, mais je sors jamais sur mon Sarbacane à 1200 fps qui s'utilise avec un seul doigt. Merci monsieur pour votre participation et que l'airsoft soit avec vous. Avec toutes vos billes. Interview. Ah, on me signale une transmission en direct avec Jérôme the French. Jérôme, vous me recevez? Jérôme? Mais t'es pas en direct là? On n'est pas en direct. Non, c'est déjà enregistré. Je peux faire n'importe quoi, alors ça sera coupé au montage. Bonjour mon cher Jérôme. Alors, on vous connaît maintenant depuis un petit peu plus d'1 an sur YouTube, mais avant d'être un reviewer sur YouTube, vous êtes un airsofter. Pouvez-vous nous présenter un petit peu comment vous avez découvert l'airsoft, qui vous a fait découvrir ça, etc. On vous écoute. Bonjour à tous, bonjour Néo. Alors moi l'airsoft je l'ai découvert par l'intermédiaire d'un ami qui m'avait emmené dans un magasin rémois, donc pour pas le citer, un shop qui vend des guns. Et dès que je suis rentré dans le magasin, j'ai vu qu'il y avait pas mal de répliques, pour certaines vraiment très réalistes, très proches des armes originales. Comme je suis un ancien tireur sportif, c'est quelque chose qui automatiquement m'a bien plu. Et puis c'est comme ça que j'ai mis le doigt dans l'engrenage et puis que je suis arrivé dans le monde de l'airsoft. Et comment a débuté votre carrière sur YouTube? Ma carrière sur YouTube, ça a commencé le 3 janvier 2012, c'est à cette période-là, enfin c'est ce jour-là que j'ai posté ma première vidéo. C'était la review du CM030, un AEP de chez Sima. Vers la fin de l'année 2011, j'avais cherché des vidéos justement sur YouTube pour faire connaissance un peu avec quelques répliques, quelques équipements. J'en ai trouvé énormément, mais finalement très peu en français. Donc quand j'ai eu du matériel, je me suis dit que ça serait bien de contribuer à alimenter le fond de vidéo en français. Et j'ai commencé à poster certaines reviews. Ça a eu un retour assez positif, donc finalement ça m'a motivé pour continuer. Est-ce que vous pratiquez souvent l'airsoft? Alors l'airsoft je le pratique vraiment pas suffisamment à mon goût. Je fais environ une journée d'airsoft par mois. J'ai une vie de famille qui est très prenante, une vie professionnelle qui l'est également. J'ai pas mal d'autres activités et donc ça me permet pas de dégager plus de temps pour l'airsoft, du moins pour le moment. Combien de répliques d'airsoft possédez-vous? Et combien de tenues? Quelles sont-elles? Alors pour les répliques, elles sont ici là, à l'écran. Donc la Smith & Wesson MP15 de chez King Arms, donc ma réplique principale. Un Colt, donc le 1911 MEU de chez Tokyo Marui, associé au G27 de chez WE, la dernière réplique que je viens d'acheter. Et puis pour le shotgun, un M56C de chez Double Eagle, que j'ai un peu raccourci, j'ai retiré la crosse. Et puis le G5K, donc un MP5K, donc là c'est une petite réplique cheap de chez Galaxy. 70 €, donc un tarif vraiment très bas, mais une réplique qui fait très bien son travail.
Pour les tenues, une tenue multicam avec un gilet lourd que j'utilise plutôt quand il fait un peu frais ou froid l'hiver. Un autre gilet qui est beaucoup plus léger, donc là c'est pour les parties en été quand il fait vraiment très chaud. Et puis sinon là j'ai commencé une tenue SWAT et puis par extension une tenue contractor qui va reprendre l'ensemble des accessoires et des équipements que j'aurai sur ma tenue SWAT. Avez-vous des projets futurs pour votre chaîne? Alors les projets pour ma chaîne, déjà dans un premier temps ça va être les loadouts. Parce que c'est quelque chose qu'on me demande énormément. Donc là, comme je vais avoir finalisé toutes mes tenues, je vais pouvoir me lancer sur ce type de vidéo. Ça me permettra de montrer un petit peu le matériel que j'ai choisi. Et puis la manière dont il est configuré. Bien souvent, moi je m'inspire pour mon matériel d'autres tenues, de ce que les autres airsofters présentent ou ceux que je rencontre. Les bonnes idées, ça permet de pouvoir améliorer son équipement. Et puis après, l'idéal c'est quand même de partager et puis d'en faire bénéficier le plus grand nombre. Donc c'est pour ça que ça va être vraiment les prochains projets. Et puis par la suite, plus de parties filmées, puisque ça c'est pareil, c'est quelque chose que je souhaite partager également. Quelle est selon vous votre marque de fabrique, votre signature? Qu'est-ce qui vous définit sur YouTube? Ce qui me définit sur YouTube, plusieurs choses. Déjà on ne voit pas mon visage, d'où l'interview un peu particulière avec, avec les répliques qui sont présentées. Je tiens pas à me mettre en scène particulièrement, je tiens à garder mon anonymat, du moins pour l'instant. Ça sera peut-être quelque chose qui évoluera dans le futur, on verra bien. J'ai pas de test de tir non plus sur mes reviews. Bien souvent les airsofters qui présentent du matériel font des tests. Moi c'est pas le cas. Alors là-dessus il y a plusieurs raisons. La première c'est que les répliques me sont prêtées par Crapahut et qu'elles sont destinées à être vendues. Quand vous allez dans un magasin et que vous testez une réplique, en général vous tirez quelques billes. La réplique finalement n'a pas été utilisée énormément. Si je veux faire un test de tir très poussé, ça va me forcer à utiliser énormément la réplique. Et je suis pas sûr que quand on se rend dans un magasin pour acheter une réplique, on tienne à ce qu'elle ait déjà été utilisée pour des tests assez poussés. Donc c'est pour ça que je n'utilise pas les répliques de chez Crapahut. Deuxième chose, les tests de tir c'est quelque chose qui est assez lourd à mettre en place pour un tournage. C'est pas forcément évident pour moi. Et puis ça force aussi les gens qui regardent mes vidéos à aller chercher ailleurs justement pour voir les tests de tir des répliques que je présente. Et puis de cette manière, ils vont trouver d'autres vidéos de présentation avec parfois des youtubeurs qui ne vont pas donner le même avis que moi. Donc finalement, ça leur permettra de se faire une idée précise et d'avoir plusieurs avis sur les répliques que je présente ou sur le matériel. L'autre truc, c'est que j'essaie d'être assez didactique, de vraiment montrer le matériel tel qu'il est. Alors, en sortie de boîte, c'est aussi pour aider les gens quand ils ont un achat à faire. Quand vous allez sur un site internet pour faire un achat, vous allez avoir quelques photos, une fiche descriptive. Je trouve personnellement que c'est parfois un petit peu court. On n'a pas forcément une idée précise de ce qu'on va acheter. Si on regarde mes vidéos, là, on a vraiment une idée très très précise de ce qu'on va trouver dans la boîte quand on va la déballer. Avez-vous l'intention de trouver d'autres partenaires que Crapahut? Parce que vous êtes un des rares youtubeurs français à présenter clairement que vous avez un partenariat. Alors, j'ai pas l'intention de chercher d'autres partenaires que Crapahut, puisqu'avec eux ça se passe vraiment très très bien. On a une relation de confiance, je vais chez eux, je prends du matériel, je le ramène après, ou alors j'utilise leurs locaux pour faire mes tournages. Là-dessus c'est vraiment très très transparent. Le deal est clair avec eux. Si quelque chose, un matériel quel qu'il soit, une réplique, un équipement, un accessoire a vraiment des défauts, ça sera dit dans la vidéo. Donc là-dessus j'ai vraiment carte blanche, je fais comme je veux, donc là-dessus ça me convient parfaitement. Le sponsoring, c'est pas du sponsoring puisque je ne touche rien, je ne suis pas rétribué, je suis pas payé, j'ai pas d'avantage en nature par rapport à des achats que je pourrais faire chez eux. Là-dessus c'est pas du tout le cas. Les gros avantages, et ça c'est vraiment quelque chose d'énorme pour un youtubeur, c'est que je peux taper dans le stock comme je veux pour faire mes présentations. Donc j'ai un accès au matériel qui est total. Et ça me permet de pouvoir faire vivre ma chaîne, je vais dire, tant qu'il y aura du stock
comment dire, chez Crapahunt, je vais pouvoir faire vivre ma chaîne. Donc ça c'est parfait. De la même manière, je peux utiliser leurs locaux. Ils ont un studio pour les photos, un studio pour les tournages. Donc ça c'est vraiment quelque chose de très très bien. J'ai accès au magasin parfois avant l'heure d'ouverture, avant l'heure d'ouverture au public. Donc quand je fais une vidéo chez eux, ça me permet de pouvoir bénéficier d'un endroit pour le tournage sans être dérangé. Donc ça c'est pareil, c'est quelque chose qui est assez intéressant, vraiment très très pratique. Et maintenant la traditionnelle question toute pourrie. Pourquoi avoir volé le ruban bleu situé sur la Statue de la Liberté avec un spring tout pourri? Peut-être parce que ma famille m'a ordonné d'acheter un FAMAS chromé et puis que cela n'a pas plu au président de la République du Congo. Merci pour votre participation mon cher Jérôme, que l'Airsoft soit avec vous. Et avec toutes vos billes. Ce magazine de l'Airsoft est maintenant terminé. Vous pourrez retrouver tous les intervenants de cette émission dans la description située ci-dessous. N'hésitez pas à partager cette vidéo si elle vous a plu. Et puis qu'est-ce qu'on dit aux spectateurs, la grosse voix? Rendez-vous le mois prochain sur la Warsoft TV 2.0. Bon, celle-là, on la fera pas 4 fois.